Test, mot de passe Solène. Vous m'entendez? Je laisse un peu la musique. J'ai vraiment voulu rester jusqu'à la dernière seconde parce que j'ai trouvé que c'était une si touchante et émouvante fin que je voulais laisser le plus longtemps possible. Merci beaucoup Alina, du coup. Alors, encore une fois, je te réitère vraiment nos remerciements pour être avec nous. Moi, je suis vraiment trop une victime, donc peut-être que moi, je pleurerai au moment où Copire m'a dit tu pleureras. Mais voilà, l'idée, c'est de faire circuler maintenant un petit peu la discussion. Et je ne sais pas si déjà en premier lieu, certains d'entre vous, j'en vois qui ont très chaud là-haut. Du coup, est-ce qu'on peut essayer peut-être, Jérémy, d'ouvrir ça pour le faire ça parce que déjà, en premier lieu, il y a des gens qui veulent s'inspirer, qui veulent partager, qui ont des questions ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'en ai déjà une, je me permets de la poser au nom de tous les Maghrébins. Est-ce que la prochaine fois, tu peux nous ramener ta grand-maman, s'il te plaît, à Genève? Non mais vraiment, je pense que là, il y a une demande populaire. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains qui veulent déjà prendre la parole. Je sais que vous êtes venus très, 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 très nombreux. On a eu beaucoup de demandes sur les inscriptions pour venir voir ce film. Et malheureusement, on était limité à un certain nombre. On a déjà fait au maximum. Et vraiment, bravo à toutes les personnes qui sont au premier rang. Mais voilà, je ne sais pas si toi, tu veux déjà nous dire un petit mot maintenant qu'on t'a vu. Enfant, tu nous as aussi partagé vraiment des images hyper intimes, une fenêtre dans ton univers. Et ça, je t'en remercie parce que tu nous as ouvert une porte très, très précieuse. Et peut-être ma première question, parce que tu es aussi fille de l'immigration, du coup, pourquoi as-tu eu ce besoin de raconter leur Algérie? Alors, après, c'est à vous de poser les questions. Non, mais en fait, c'est des questions qui me travaillaient depuis un certain temps. Moi, j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques, donc je me suis intéressée à toutes ces questions-là. C'est vrai que l'histoire des relations franco-algériennes, de la colonisation, je les ai découvertes très tard dans mon éducation. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup de silence, à la fois dans l'intime, mais aussi institutionnel, ayant grandi en France. Et qu'en fait, je me confrontais à des grands-parents qui semblaient ne pas avoir d'histoire, alors que c'est juste qu'ils étaient terriblement silencieux et je ne savais pas comment interpréter ce silence. Et la première fois que j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand je suis allée en Algérie pour la première fois à l'âge de 21 ans, avec l'université dans le cadre de mes études d'histoire, donc même pas par la famille. Et en fait, je me suis rendu compte que j'apprenais de plus en plus de choses sur l'histoire de la colonisation française en Algérie, mais que je n'arrivais pas à situer mes grands-parents dans cette histoire-là, et donc à me situer moi dans cette histoire-là. Et donc, plein de questions ont surgi à ce moment-là, mais elles sont restées dans un coin de ma tête puisqu'il y a cette pudeur et il y a ce silence qui existe et je n'osais pas poser de questions. Et c'est vraiment la séparation de mes grands-parents qui a redéclenché
toutes ces questions qui ont refait surface, puisque à ce moment-là, j'ai eu une vraie peur de les perdre, de les voir disparaître sans qu'ils puissent me transmettre leur mémoire. Et c'était devenu vraiment vital pour moi de comprendre à ce moment-là pourquoi ce silence et qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et en fait, quand j'ai commencé le film, j'avais vraiment l'impression que ce silence cachait peut-être des secrets. Et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de secret. En fait, c'est juste que ce silence traduisait la douleur du déracinement qu'ils avaient vécu. Et donc, j'ai commencé le film en ayant plein de questions en tête, en me disant je vais leur poser des questions, ils vont me répondre et je vais retracer un petit peu leur parcours de vie. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses ne pouvaient pas, beaucoup de choses allaient rester dans le non-dit et dans le silence. Et il s'agissait de redonner presque une voix au silence, puisque c'était aussi leur manière de se protéger eux de ce qu'ils avaient vécu. Donc c'est vrai que j'ai commencé un petit peu naïvement en posant plein de questions et j'ai fini par vraiment écouter ce silence-là et essayer de comprendre ce qu'ils avaient traversé et aussi de comprendre pourquoi nous on était là, puisqu'on traite toujours de l'immigration algérienne en France comme une histoire étrangère à celle de la France. Et au-delà de ça, de l'immigration maghrébine de manière générale, alors que c'est une histoire française et qu'on n'est pas là par hasard. Et c'est vrai qu'il a fallu que je retrace tout ça pour me redonner une place à mes grands-parents dans cette histoire et retrouver ma place moi aussi. Magnifique, et je crois que c'est fait de manière vraiment brillantissime. Quelqu'un a une question ? Pardon. Ouais. Tu peux nous dire comment tu es accueilli quand tu vas dans le village d'origine de tes grands-parents ? Alors ça, j'avais pas prévu de filmer en Algérie au départ, parce que pour moi, le film, c'était vraiment sur leur quotidien, leur réalité et la réalité de l'exil, donc de la distance qui s'était créée entre eux et le village natal. Et en fait, comme j'avais pas de financement en France au départ, pendant très longtemps, j'ai trouvé des sous, surtout dans le monde arabe. J'ai participé à beaucoup de festivals en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Palestine, un peu partout. Et donc j'ai eu des prix et des résidences. Et donc j'ai eu une résidence à Alger à un moment pour travailler sur le film. Et donc j'étais à Alger, je regardais les images que j'avais tournées de mes grands-parents à Thiers et j'entendais le nom du village de La Haouamer. Je me disais, mais en fait, je suis obligée d'aller voir ce village, ne serait-ce que pour poser mes pieds dans cet endroit ou le voir. Mais j'y allais sans vraiment savoir ce que j'allais trouver. Alors j'ai pris la caméra et déjà j'ai trouvé de la neige, je ne m'attendais pas. Et en fait, au départ, je n'osais pas parler aux gens dans le village. Je filmais un petit peu la neige, les montagnes, les vaches, ceux qui buvaient l'eau de la neige qui coulait. Et j'étais en train de filmer. Il y a un vieux monsieur, un hajj, qui est passé dans le village et qui me dit qu'est-ce que tu fais là ? Parce qu'évidemment, il n'y a personne qui traîne dans la neige en pleine journée. Et donc, je lui dis je suis la petite fille de Mabrouk Soualem et je viens voir son village. Et donc, il me dit la maison des Soualem est juste derrière toi. Et en fait, j'étais dos à la maison. Donc là, j'ai eu le cœur qui bat et je me suis dit, là, il va falloir que je parle à quelqu'un. Donc j'ai toqué à la porte et il y a ceux qu'on voit dans la photo, qui est les 3 petits-neveux de mon grand-père qui ont ouvert la porte. Et j'ai passé toute la journée avec eux. Et en fait, ce qui était impressionnant, c'est que la première chose qu'ils m'ont dit, ah, mais Aïcha et Mabrouk, ça va pas trop en ce moment. Je dis, mais comment vous savez ? Ils m'ont dit, parce que ton grand-père nous raconte. Et donc je me suis rendu compte en fait que mon grand-père, qui à nous raconte rien, passait des coups de fil à ses petits-neveux au village et lui racontait ce qu'il vivait. Et donc, je me suis dit, il a fallu que j'aille jusqu'à là-bas pour en savoir plus sur lui et comprendre qu'en fait, ce lien que je cherchais de où était son Algérie dont il ne parle pas, en fait, est tellement ancré à l'intérieur de lui. Mais le fatalisme de l'exil fait que c'est trop douloureux d'en parler puisque c'est un territoire perdu. Et en fait, c'était très émouvant. Finalement, c'est devenu une scène crucial dans le film puisque j'ai ensuite rapporté ces images que je lui ai montrées et on voit à ce moment-là comment lui s'illumine et se reconnecte à ce moment-là aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? C'est vraiment le moment, on est entre nous, entre maghrébins, c'est un espace de discussion, d'échange, de partage. Je sais que mon frère avait une question, donc je vais y aller vers lui. Ma question, c'est j'imaginais, ta démarche, je la comprends tellement, et je me demande à quel moment est-ce que toi tu fais le pas d'entreprendre en fait vraiment cette démarche de documentaire en fait finalement. Est-ce que tu avais cette idée précise initialement, ou là tu t'es dit j'y vais et puis on verra ce que ça donne ? Alors moi, depuis le départ, je savais que je voulais faire un film. Puisque sinon j'aurais juste posé des questions enregistrées ou je l'aurais fait différemment. Donc j'ai tout de suite pris la caméra, mais aussi parce que j'avais vraiment tellement peur de
de les perdre, tellement peur qu'ils ne puissent pas se raconter, que pour moi c'était vraiment vital de les capturer à ce moment-là, parce que j'avais conscience que leur mémoire, c'est la mémoire d'une génération qui disparaît, qui ne sait pas raconter, à qui on n'a jamais tendu l'oreille, tendu le micro, et que pour moi c'était vital, si je capturais leur mémoire, de la retransmettre aussitôt. Je savais que c'était pas que mon histoire, mais l'histoire de beaucoup, et qu'en fait c'était nécessaire de la retransmettre, puisque c'était pas juste le garder pour moi, mais le transmettre. Donc quand j'ai commencé à filmer, je savais que je voulais en faire un film. Après, je savais pas si j'allais réussir. Au départ, je filmais que ma grand-mère, puisque j'osais pas filmer mon grand-père. Enfin, c'est pas que j'osais pas le filmer, mais j'avais peur de me confronter à son silence. Et c'est vrai que j'ai filmé pendant presque 4 ans, donc il y a eu plusieurs étapes. Quand j'ai commencé, voilà, je faisais que des entretiens. Puis j'ai fini aussi par utiliser d'autres moyens de réactiver la mémoire, donc en montrant des photos, en les emmenant dans certains lieux. Donc tout ça, j'ai évolué aussi dans ma façon d'appréhender leur témoignage et la mémoire. Et c'est vrai que c'est aussi mes questionnements qui ont évolué, puisqu'au départ, je pensais qu'ils allaient me raconter leur histoire et que j'allais tout comprendre d'un coup. Et en fait, le silence, pour qu'ils puissent parler, il fallait beaucoup de temps d'observation aussi. Parce que mon grand-père, il y a beaucoup de choses qui passent pas par les mots, mais par les gestes. Et finalement, il est tellement silencieux que quand il dit une chose, ça devient une révélation énorme. Et je me suis rendu compte à quel point lui était très lucide de ce qu'il avait vécu. Et j'ai compris mon grand-père en faisant le film. Si j'avais pas fait le film, j'aurais jamais compris qui il était. Je le voyais toujours comme un homme très dur, très strict, qui a beaucoup fait souffrir ma grand-mère aussi. Donc, et j'ai vu en fait la souffrance en lui que j'aurais jamais devinée aussi forte. Et le jeune homme qu'il avait pu être à 19 ans quand il est arrivé en France, avec peut-être cet espoir de travailler, d'avoir une nouvelle vie. Et le vieux monsieur qu'il est devenu, qui a compris qu'en fait, il s'est fait avoir, il s'est fait exploiter, et qui dit presque à quoi bon avoir fait tout ça. Et c'est vrai que pendant tout le film, moi, je gardais cet objectif de retransmettre leur mémoire, qui m'a permis de tenir, puisqu'il y a plein de fois où, quand j'avais pas les financements, quand ça marchait pas, je me disais, bon, si je vais pas au bout, au moins j'aurai ça pour moi, mais je voulais pas lâcher, parce que je voulais retransmettre absolument leur histoire. Merci beaucoup. Hey. Déjà, merci beaucoup. Et je voulais savoir en fait comment tu avais fait pour qu'ils ils acceptent de parler, d'être filmés. Comment tu avais appréhendé tout ça? Comment tu leur as parlé de ton projet? Et comment ils ont fait aussi pour accepter d'y participer? Comme on parle pas beaucoup, j'ai pas trop parlé avant d'arriver. C'est vrai que ma grand-mère, j'étais déjà très proche d'elle, donc ça s'est fait assez naturellement. J'allais souvent chez elle passer du temps, et je lui posais jamais vraiment de questions, mais elle me racontait toujours les mêmes anecdotes que j'aimais bien réécouter. Et en fait, je lui ai dit, voilà, je vais arriver, je vais te filmer, tu vas me raconter ton histoire. Donc elle rigolait un petit peu, elle était un peu gênée. Mais comme j'ai filmé seule et que j'avais pas d'équipe, en fait, la présence de la caméra était très discrète et s'est fait oublier très vite. Puisqu'en fait, il y a plein de fois où je filmais, elle me disait, ça filme encore? Je dis, je filme tout le temps. Mais comme c'était moi face à elle et qu'on partageait ces moments-là toutes les deux, il n'y a pas eu de moment de rejet. Avec mon grand-père, il n'y a pas eu de rejet non plus, mais ce qui était difficile, c'était de le faire parler. Avec ou sans caméra, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je venais, où il tournait la tête, où il n'avait pas envie de parler, et des jours où je venais, où tout d'un coup, il allait me répondre sur une question que je lui avais peut-être posée 2-3 semaines avant, où je comprenais en fait que ça le travaillait et qu'il avait envie de parler, mais c'est juste quelqu'un qui s'est emmuré dans le silence pendant 60 ans, ne peut pas du jour au lendemain formuler des choses que lui-même ne s'autorisait pas à formuler. Donc avec lui, c'était plus de temps. Donc au début, je le filmais de chez ma grand-mère quand il se réveillait à 6h du matin pour aller à Carrefour. Donc je me réveillais tôt. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à aller chez lui. Puis petit à petit, il a commencé à par lui-même, à me parler de certaines choses. Et je me souviens par exemple la scène à Carrefour quand il dit on a travaillé comme des prisonniers. Ça faisait plusieurs semaines que je lui demandais comment ça se passait à l'usine avec les ouvriers français, comment vous étiez traités. Il me disait très bien, tout allait très bien. J'ai OK. Et en fait, j'ai compris qu'il ne voulait pas me le dire à moi directement. Et en fait, c'est sorti, c'est-à-dire mon cousin qui était avec lui a juste dit tu faisais Noël. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui est sorti d'un coup. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont été des surprises un peu du réel. Et finalement, c'est le temps qui a fait qu'il y a eu cette acceptation. Et mon père, au départ, je ne voulais pas le filmer forcément, puisque pour moi, je voulais me concentrer vraiment sur la génération de mes grands-parents.
Mais j'ai compris que dans cette histoire de transmission, il était vraiment un élément incontournable. Et pareil, mon père, au début, quand je lui ai dit je vais filmer Pépé et Mémé, il a dit mais qu'est-ce que tu vas raconter sur nous? Qu'est-ce que tu vas faire? Je comprends pas. Mais en même temps, il me disait bon, bah ok, bah, je t'aide, je t'amène là, je t'amène là. Enfin, il n'y a personne qui m'a. Dans ma famille, ils m'ont pas du tout rejeté. Au contraire, ils me soutenaient beaucoup, même sans comprendre forcément ce que je faisais. Et je pense que j'aurais jamais fait le film si j'avais eu un membre de la famille qui était mal à l'aise ou qui n'acceptait pas. J'ai eu beaucoup de chance. Et même aujourd'hui, toute la famille l'a vu et ils aiment beaucoup le film, ils l'accompagnent beaucoup aussi. Donc ça, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Alors malheureusement, mon grand-père n'a pas pu voir le film puisqu'il est décédé à la fin du tournage. Pour moi, j'ai pu partager un moment du film avec lui quand je le filme en train de regarder les images du village, puisqu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression pendant que je le filmais qu'il a ressenti des choses qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps, et puis tout d'un coup, il y a son visage qui s'illumine et des émotions que j'avais jamais vraiment vues en lui. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là que peut-être lui et moi, on a réalisé que la transmission n'était pas coupée et qu'en fait, il restait encore quelque chose de tout ça. Et je sais qu'il était très fier de... Enfin, il ne me l'a jamais dit directement, il dit Hadi, mais il était fier du fait que je sois allée là-bas. Et ma grand-mère, la première fois qu'elle a vu le film, c'était pendant le Covid, puisque j'ai fini le film en février 2020, puis ensuite, il y a eu la pandémie. Donc, je l'ai partagé avec elle seule. Et c'était aussi un moment très important pour moi parce que je me disais s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne montrerai pas le film. Et en fait, elle était extraordinaire puisqu'elle était elle-même, c'est-à-dire qu'elle riait au même moment, elle pleurait au même moment, elle faisait les mêmes réflexions. Et on l'a vue 2-3 fois comme ça sur 2-3 jours. Et après, elle m'a dit c'est bon, je suis prête à le voir avec des gens. Et après, elle a accompagné beaucoup de projections. Elle était très, très fière. Surtout que dans la salle, il y avait beaucoup de femmes comme elle qui lui disaient ah Aïcha, moi j'ai vécu la même chose que toi et mon mari c'était pareil. Et donc en fait, elle a énormément partagé, surtout qu'elle a aujourd'hui 85 ans. Donc de vivre ça à son âge, c'est assez extraordinaire. Et je pense qu'elle réalise que sa mémoire restera vivante puisqu'elle dit toujours, quand elle voit les images du début du film, elle dit tu te rends compte que cette petite-là, elle a fait un film sur sa grand-mère et que maintenant je resterai vivante. Donc voilà. Et mon père, c'est pareil pour lui. C'est quelqu'un qui est habitué au public puisqu'il est comédien, mais il n'a jamais vraiment parlé de sa relation à son identité en public. Et depuis que le film existe, on a fait beaucoup d'interviews ensemble où il parle de ce qu'il a vécu lui en tant qu'Algérien en France, en tant que comédien algérien aussi. Et je sens que ça a libéré quelque chose chez lui parce qu'il en parle. Et il y a plein de choses que je découvre encore aux projections que mon père me raconte encore jusqu'à maintenant. Notamment le fait que la première fois qu'il a demandé sa nationalité, elle lui a été refusée. Et ça, il me l'a dit 6 mois après la sortie du film, alors que je lui ai posé la question pendant le tournage. Mais donc, il y a plein de choses comme ça qui ressortent, où il y a plein de Swalem dans toute la France que je vois débarquer, que je ne connaissais pas, qui racontent des anecdotes. Et mon père a appris à une projection qu'en fait, quand mon grand-père l'a amené en 62 en Algérie, quand il avait 5 ans, une des 2 fois, il ne savait pas que mon grand-père, à ce moment-là, essayait de se réinstaller là-bas. Il lui a pas dit. Donc c'est un cousin qui a dit ah bah oui, ton père à ce moment-là, il voulait se réinstaller. Il nous a dit, il amène son fils aîné pour voir comment ça pourrait se passer. Donc on apprend encore beaucoup de choses sur nous. Merci pour ce partage. Je pense que ça a résonné dans le cœur et la tête de pas mal de fils et filles d'immigrés. Je me demandais quel était ton rapport à toi, à ton identité algérienne. Comment est-ce que, quand on est à ce point déconnecté de la réalité de notre histoire familiale, comment est-ce qu'on arrive à préserver cet héritage culturel? Je me demandais ton rapport à l'Algérie maintenant, en sachant que tu y es retourné que très tard. Enfin, que tu y es allé que très tard. Ouais. Alors moi, il y a un peu plus de complications puisque ma mère est palestinienne, donc j'avais aussi d'autres problèmes à gérer en même temps. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ces deux cultures et pendant longtemps, j'étais plus proche de mon identité palestinienne puisque ma mère ne parlait pas français quand je suis née, donc ma première langue était l'arabe palestinien.
il y a toute ma famille en Palestine, donc on allait là-bas aussi depuis petite et pas en Algérie. Donc il y avait un contraste aussi entre le silence de la famille algérienne et la présence très forte de la culture palestinienne de l'autre côté. Et grâce au film, j'ai pu me reconnecter justement à cette part algérienne de mon identité. Grâce au film, j'ai beaucoup voyagé en Algérie à partir du moment où j'ai tourné, mais aussi parce qu'il est sorti là-bas et que depuis, je travaille sur des projets culturels là-bas. Donc je me suis reconnectée seule, sans la famille, à l'Algérie. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a permis de trouver une place aussi en France. Parce que depuis toujours, on me demandait, mais t'es plus ça, et t'es plus ça, et t'es quoi? Et en fait, c'était toujours une question qui me semblait très violente, puisque je ne savais jamais quoi répondre, ou alors je répondais ce qui était attendu de moi, et j'avais l'impression qu'en donnant une réponse, je devais me déchirer et enlever une partie de moi-même. Et en fait, aujourd'hui, déjà, le fait de pouvoir parler de tout ça devant un public, de pouvoir affirmer certaines choses, ça m'a donné beaucoup de force. Aussi de me connecter avec beaucoup de gens de ma génération qui travaillent sur des thématiques similaires, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, comme Faiza Gen, par exemple, une écrivaine franco-algérienne qui travaille beaucoup sur ces thématiques, avec qui je travaille aussi. Ça donne beaucoup de force, puisque à l'époque de Faiza, par exemple, qui a commencé il y a 20 ans, il n'y avait pas toute cette mouvance. Donc les gens étaient très seuls et il y avait une défiance aussi de la société dont on a encore l'expérience aujourd'hui, mais on peut plus s'affirmer aujourd'hui en groupe. Et pour moi, c'était important aussi de refuser cette question de mais t'es plus française ou t'es plus ça. En fait, j'ai pas à répondre à ça parce que toutes ces identités font partie de moi. Et de toute façon, l'identité algérienne en France est intrinsèquement liée. La France et l'Algérie sont liées. Et on a le droit de se sentir d'où on veut et comme on veut à partir du moment où on fait l'effort aussi de comprendre. L'effort devrait être fait pour nous, mais comme il ne l'est pas fait, c'est à nous de le faire. Mais voilà, de se replacer, de dire moi je suis pas là pour rien en fait, et c'est pas une coïncidence qu'on soit là. On n'est pas arrivé là par hasard, et vous nous devez aussi de la reconnaissance puisqu'on a contribué à ce qui a façonné notre pays aujourd'hui. J'allais dire votre, tu vois. donc voilà, pour moi c'était important parce que je me suis même réancrée dans cette ville dans laquelle j'allais depuis petite, qui était Thiers, où pour moi il y avait Thiers, la ville ouvrière des couteaux, et puis il y avait Thiers des Algériens. Et j'arrivais jamais à lier les deux. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, dans la mémoire ouvrière de la ville de Thiers, les ouvriers algériens étaient complètement absents, alors qu'ils constituaient 70% de la main-d'œuvre. Et en fait, c'est en visitant le musée de la coutellerie, en essayant de comprendre ce dans quoi mon grand-père avait travaillé, que je me suis rendu compte que lui, qui a passé 60 ans dans cette ville, il est complètement absent des lieux de mémoire de la ville, alors qu'il a sacrifié sa santé, sa vie dans ces usines-là. Et c'est aussi pour ça que je l'ai filmé dans l'usine, dans le musée, pour lui redonner sa mémoire. Et pour moi, c'est de reprendre sa place, en fait, qui m'a permis de retrouver ma place à moi aussi et de me reconnecter à cette identité-là. Merci. Du coup, je me demandais comment le film il avait été perçu en France, comment le public avait réagi, notamment justement des gens qui étaient peut-être pas d'accord avec ce que tes grands-parents racontaient. Alors en fait, c'est pas le public qui est pas d'accord, parce qu'en général, quand il y avait des projections, ça a toujours été très émouvant. Le problème était de convaincre les institutions de cinéma de financer le film, puisqu'on me disait beaucoup, c'est une histoire qui ne va pas trop intéresser, il n'y a pas vraiment de public pour ça, ça va être difficile de le sortir en salle. Donc je me suis beaucoup battue parce que en fait, c'est presque une forme de mépris de toute cette présence. Parce qu'en fait, oui, il y a beaucoup de gens qui ont un lien à l'Algérie, et pas que des Algériens, aussi beaucoup de Français qui ont un lien à l'Algérie. Il y a 39% des gens en France qui ont un lien de près ou de loin à l'Algérie, que ce soit des anciens appelés, des gens de l'immigration, des gens de différentes communautés, pieds noirs, harkis, juifs algériens. Et en fait, je savais que c'est une histoire qui concernait tout le monde et qui devait concerner tout le monde. C'est pas que notre histoire, c'est la leur aussi. Donc, ce qui a été difficile, c'est d'amener le film en salle. Mais une fois qu'il était en salle, il y a eu une réception très, très émouvante et très positive. Et ça, c'était génial de pouvoir partager ça avec le public, de pouvoir avoir plein de gens qui témoignent et qui disent c'est la première fois que je reconnais mon histoire dans un film. Il y a beaucoup de gens qui, pour la première fois, amenaient leurs parents au cinéma, qui n'étaient jamais allés au cinéma, qui se reconnaissaient.
des gens qui revenaient plusieurs fois. Enfin, c'était vraiment très très fort. Et je me souviens par exemple, quand on l'a projeté à Thiers, dans la ville le village, en France, il y avait beaucoup de familles de couteliers, parce qu'en fait tout le monde se connaît, et puis c'est pas aussi violent peut-être que dans les villes, même s'il y a énormément de racisme et des vies un peu parallèles, mais il y a quand même une proximité qui fait que les gens se connaissent et ont l'impression de se connaître. Et en fait, il y a un des couteliers qui m'a dit si votre grand-père, je l'ai toujours vu sur la place du village, il a travaillé dans les usines de mon père, mais si j'avais pas vu votre film, j'aurais jamais réalisé en fait ce qu'il a vécu et la souffrance qu'il a vécue, et aussi le fait qu'on les a complètement oubliés et effacés de notre mémoire. Et le fait que cette personne reconnaisse ça, je me suis dit en fait c'est pas que nous qui sentons ça, eux en sont conscients aussi. Et ça c'était très fort pour moi, parce que j'ai l'impression à ce moment-là qu'il y avait vraiment une reconnexion et que c'était nécessaire d'apporter cette histoire-là à ce moment-là dans cet endroit. Ouais. Je suis déjà en train de faire un deuxième film sur l'histoire des femmes dans la famille de ma mère en Palestine. Voilà, petit spoiler. J'en dirai pas plus. Voilà. Ah, on n'en dit pas plus. Mais oui, je travaille sur un peu un deuxième volet, mais là-bas. Ouais. Bonjour, Bonjour. bonsoir. Il y a une question qui reste ouverte dans le film, que même ton père n'ose pas poser. Et en fait, on sent bien, en connaissant un tout petit peu maintenant ton grand-père, qu'il a dit à ta tante, ici, je vais être enterré ici pour ne pas gêner. Alors, je ne veux pas connaître la réponse, mais est-ce que tu as osé lui poser la question? Est-ce que tu as eu une réponse? Alors moi, j'ai pas osé lui poser la question, mais ma tante lui a reposé, et donc il a dit ici, donc il a été enterré à Thiers. Mais oui, c'est une forme de... Enfin, je pense qu'il voulait plus... Il voulait pas gêner. Il voulait plus bouger, presque comme il n'a jamais vraiment trouvé sa place nulle part, il n'avait même pas la force de retourner à ce moment-là. Parce qu'on entend bien qu'il a fait ce qu'il fallait pour ses oncles, alors qu'ils lui ont dit ou qu'ils lui ont pas dit, mais il les a tous rapatriés. Et puis lui, il dit non, moi c'est ici. Ouais. Et on comprend que c'est juste pour ne pas. D'accord. Ouais. Ok. Le film existe en VOD, en ligne, mais je ne sais pas en Suisse, mais en France en tout cas. Parce que là, on n'a pas eu de télé en Suisse, donc il n'est pas passé. Mais il a été pris à la télé en Belgique, et en France, il existe en VOD en ligne. Donc si vous tapez l'heure Algérie VOD, c'est possible de le voir en ligne. Du coup, s'il y a quelqu'un de la RTS dans la salle, qu'on puisse le diffuser sur nos chaînes aussi publiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait? Volontiers. Est-ce que je peux vous laisser juste passer là? Bonsoir, du coup j'ai 2 questions. La première, c'est tu avais beaucoup de... Enfin, à la fin de la projection, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de questions qui restent sans réponse. Est-ce que tu as quand même un petit sentiment de frustration à la fin? Ou est-ce que tu avais tellement d'inconnus que tu as quand même réussi à trouver un peu de paix avec toutes ces questions que tu avais initialement? J'ai aucun sentiment de frustration, parce que c'est tellement énorme d'avoir réussi à mener ce film à bout et de le montrer, de pouvoir parler de tout ça, que j'ai l'impression déjà qu'ils m'ont donné énormément, sachant d'où je partais, et surtout que les choses qui restent sans réponse, j'ai même plus besoin d'avoir les réponses, puisque comme j'ai l'impression de comprendre mieux ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils ne répondent pas à certaines choses aussi, j'ai pas envie de formuler à leur place. Je comprends les choses qui doivent rester dans le silence, c'est des formes de protection, de pudeur. Et c'est vrai que je me suis jamais dit mince, j'ai pas posé cette question, j'ai pas posé cette question. J'ai vraiment l'impression d'être allée au bout de ce que j'avais l'intention de faire en tout cas.
Et ma deuxième question est plus anecdotique. Ta grand-mère dit qu'elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école en tant qu'Algérienne, mais pourtant, à la fin, elle est lettrée. Elle fait des mots croisés, mots fléchés. Et je crois qu'elle fait peut-être un peu partie des rares chanceuses à avoir eu la chance après, à l'âge adulte, peut-être d'avoir appris. Du coup, il faut juste savoir dans quel contexte elle a appris. Elle a appris à 30 ans. Bah déjà, quand les enfants commençaient à aller à l'école, elle me racontait qu'elle faisait semblant, elle se mettait derrière eux, elle faisait semblant de comprendre les devoirs alors qu'elle ne comprenait pas. Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de... Enfin, elle a une force extraordinaire, une volonté de réussir à faire plein de choses, à être indépendante, malgré tous les obstacles. Et en fait, elle a appris avec ses voisines un peu à apprendre à lire en lisant le journal. Et ensuite, il y avait les associations qui ont commencé à exister à Thiers où ils aidaient les femmes à apprendre. Mais j'ai des tantes de son âge qui, pour le coup, ne savent pas lire et écrire comme elle. Donc, elle est vraiment débrouillarde. Fahla. Et ben, du coup, troisième question. Est-ce que tu penses que le fait que maintenant elle maîtrise un peu la langue française, ça lui a permis un peu peut-être de mieux trouver sa place en France dans un pays où elle maîtrise plus la langue que beaucoup de ses compatriotes de sa génération? Oui, je pense que c'est surtout sa sociabilité qui a fait que c'est quelqu'un qui adore parler avec tout le monde, elle adore être dans plein d'associations, elle adore discuter avec toutes les personnes qu'elle croise. Donc je pense que ça lui a donné l'envie de pouvoir communiquer avec tout le monde. Et c'est sûr que ça lui donne un avantage par rapport à d'autres. C'est pas quelqu'un qui est replié, donc elle est vraiment... le fait que là, quand on fait les soirées avec les femmes, moi je suis fatiguée à 3h du matin, elle jusqu'à 6h, elle continue à danser. Et elle veut continuer à profiter. Donc voilà, je pense qu'elle a cette joie de vivre, cette envie de vivre qui lui a permis de trouver une forme de bonheur dans une vie qu'elle n'a pas choisie. Au contraire de mon grand-père qui, pour le coup, a été beaucoup plus abattu par sa réalité. Et je pense que c'est aussi dû... parce que souvent, on compare les hommes et les femmes, mais pour cette génération-là, les hommes étaient beaucoup au front, entre guillemets, puisque c'est eux qui subissaient la violence raciste au quotidien dans les usines. Et puis, c'est eux qui avaient la responsabilité de la famille à des âges très jeunes. Donc, évidemment, ça fait des hommes très durs. Mais parfois, les femmes étaient aussi un peu protégées par le fait qu'elles restaient dans l'espace intime et qu'elles pouvaient créer des liens différemment alors qu'eux ne pouvaient pas toujours le faire. Donc, je pense que ça a aidé ma grand-mère. Merci. Bonsoir. C'est une Thiernoise. Voilà, c'est ça. Moi, c'était pas une question, c'était juste pour te remercier d'avoir fait ce film parce que je me reconnais totalement dans ça. Mes parents sont de la génération de tes grands-parents. Donc ma mère elle a 85 ans et puis j'en tremble. Je vais parce que on est moi, j'ai grandi dans ce silence en fait. Et là mes parents sont des Rouennais, ils sont du même village. D'ailleurs, beaucoup de Thiernois sont du même village. Et du coup, voilà, tu m'as permis de mieux connaître un petit peu d'un côté mes parents, parce que je pense qu'ils ont eu la même vie, le même... voilà. Merci. Donc merci pour ça. Merci beaucoup. Ah non, j'ai vu ça, pardon. C'était pas... Comment passer après ça, c'est très émouvant. Parce que vous Ouais. partagez, voilà, non, c'est vrai. Quelqu'un veut s'exprimer en passant, c'est quoi? Pardon, tu peux passer s'il te plaît. Merci. Et du coup, je vais rebondir parce que moi, je trouve aussi, et c'est peut-être ma petite manière de te remercier, c'est que ton film nous fait du bien. Ton film met des mots sur des silences et je pense qu'il est extrêmement universel parce que du coup, ces difficultés de la transmission de l'histoire, ces blessures aussi mémorielles, ces silences, ça fait partie, je pense, du lot de pas mal de personnes issues de l'immigration. Et ta démarche, elle est hyper souriante et tu as vraiment une posture empathique où on sent en fait que ça a pu être difficile, par exemple pour ta grand-maman ou peut-être même pour ton papa, avec tout ce qu'il a accompli. Et finalement, il n'a peut-être pas forcément eu le soutien que d'autres personnes de sa génération auraient eu ou des choses comme ça. Mais malgré tout, avec le sourire, il a avancé. Toi aussi, t'avances, tu nous fais des super films, tu nous fais trop plaisir, tu nous mets trop bien. J'ai trop hâte de voir le film sur la Palestine, vraiment. Et voilà, merci sincèrement parce que tu mets du lien.
Et je me posais la question, ça c'est à toi de me dire si c'est déplacé ou pas déplacé, enfin c'est tellement ok. Mais là on a parlé de ton rapport du coup à tes grands-parents. On a pu voir du coup la relation grand-papa-papa où des fois il y a beaucoup de silence, ton papa qui le prenait de manière très souriante et très noble. Et est-ce que ça s'est transmis aussi, ou dans ta relation par exemple avec ton père, dans toi également, ce que tu es en train de réaliser, est-ce qu'il t'a dit par exemple ton papa qu'il était fier de toi? Ça, je me suis Et posé. ça, il me le dit tout le temps. Et... ouais, mon père, il me le dit tout le temps. Ça, pour le coup, je pense que il n'a pas voulu reproduire ça. Après, c'est quand même un héritier du silence, donc c'est pas les plus grandes conversations de l'année, quoi. Mais à travers le film, grâce au film, on s'est beaucoup reconnecté aussi, puisque j'ai compris beaucoup plus d'où venait le silence de mon père. Et j'ai arrêté de lui en vouloir pour ça, parce que je me suis dit, malgré tout ce qu'il a vécu, il a quand même réussi à nous transmettre beaucoup de choses. Et je pense que ça nous a reconnectés, ça lui a fait du bien aussi, ça nous a fait du bien aussi. Ben, nous, en tout cas, on te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait. Merci Vraiment. beaucoup. Trop stylé. Je kiffe trop. Je remercie du coup aussi Aka Film avec qui cette projection a été possible. Je remercie tout le monde, tous les bénévoles, tout Genève, tout le Maghreb, la Palestine, le monde entier, les gens qui nous aiment, les gens qui nous aiment pas. Enfin, tout va bien et voilà. Je pense qu'on va vous laisser aller grignoter. Et on a le samedi, on a la discussion. Exactement. Ouais. À 9h30, il y a l'écoute collective au casque du podcast Au nom de Safia, qui est un podcast de la journaliste belge Safia Kessas. Et sera suivi, cette écoute collective au casque, avec Binge Audio qui sera présent, au Bain des Paquis, sera suivi une discussion avec Lina Swalem et également Fabrice Rissepouti, historien, et Safia Kessas, sur également la question de la mémoire, la transmission, comment est-ce qu'on fait pour finalement raconter l'Algérie. Et ça, c'est le petit clin d'œil du coup à le super événement que vous avez organisé à Paris et qui nous a donné trop de force. On s'est dit, mais on va faire pareil. Et puis voilà, du coup, vous êtes aussi à la jeunesse de tout ça. Et du coup, on retrouve Lina le samedi matin, donc à 11h, table ronde, Bain des Paquis, mémoire d'Algérie avec Safia Kessas et Fabrice Rissepouti. Et comme d'hab, vous êtes les bienvenus. On est ensemble, on est en famille. Voilà. Merci.